On va passer sur Éric Tegner, du coup, qui est le principal actionnaire, le créateur même de Frontières, anciennement le Livre Noir, très très proche aussi de Marion Maréchal Le Pen et d'Éric Zemmour. Rien que ça. Éric Tegner qui a été condamné il y a pile 2 semaines pour avoir doxé les adresses d'avocats spécialisés en droit migratoire. Du coup, il a été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis, c'est déjà pas mal, 10 000 balles d'amende et aussi 20 000 balles d'euros de préjudice moral. Parce qu'en gros, il accusait les avocats d'entretenir un business juteux à propos des migrants qu'il défendait du coup en justice. Hein. Voilà, ils avaient tout à fait le droit d'avoir des avocats et puis il se fait que y a des avocats qui ont une conscience, qui sont humanistes et qui choisissent d'aider leurs prochains et d'aider des personnes en souffrance qui quittent leur pays. Ils le quittent parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont menacés, parce que leur vie est menacée, parce que leur famille l'est. Donc c'est des personnes qui ont besoin impératif de partir, de vivre, et donc qui viennent se réfugier dans les pays européens du coup, qui notamment profitent de ces pays dits du Sud en les exploitant de 1000 manières que ce soit, qui est le néocolonialisme d'aujourd'hui, donc en l'extractivisme globalement des matières premières. Et donc ces pays-là qui sont directement impactés à cause des pays du Nord demandent refuge dans ces mêmes pays qui le refusent donc. En plus de faire appel de cette décision, du coup, il allait pleurnicher dans les jupons de CNews. J'ai été condamné sur le fondement de la loi Samuel Paty. C'est la première fois, c'est historique. Ils ont choisi de condamner donc un journaliste sur ce fondement. Pourquoi ? Parce qu'on m'accuse d'avoir fait ce qu'on appelle du doxing sur les avocats en droit des étrangers. Et pourquoi c'est une fake news de dire qu'on a pratiqué du doxing ? Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis hier des gens qui disent que j'aurais révélé les données personnelles de ces avocats. C'est exactement ce qu'il a fait. Nous nous sommes contentés de parler du nom de ces avocats et de dire où est-ce qu'ils travaillaient, dans quel tribunal. Pourquoi ? Non, nous n'avons pas diffusé les informations personnelles des avocats, mais seulement leur lieu de travail, leur prénom et leur nom. Malheureusement, les autres peuvent faire des recherches internet, peuvent se rendre sur place pour menacer ces gens, c'est ce qui s'est passé. En France, on a pu voir par exemple que dans des tribunaux administratifs comme celui de Chalon-sur-Saône, un clandestin avait 55% de chances de gagner lorsqu'il allait contester avec des avocats certaines décisions de la préfecture. Et alors, bien, parmi ces tribunaux administratifs, on a pu voir quels étaient les avocats les plus présents. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons lié ces avocats aux juridictions dans lesquelles ils exerçaient. Je n'ai pas doxé, mais j'ai envoyé les adresses, les noms et prénoms et je l'ai mis dans un article. Mais je n'ai pas doxé. C'est faux. Ça serait un mensonger de dire ça. Mais quel mytho. Ça me fout droit. Du coup, il a lancé sa contre-offensive directement sur CNews. On se rappelle, hein, agent du djihad de Bolloré. Et juste après, du coup, son montage, les 3 juges, il y a eu 3 juges qui ont exigé, prononcer la sanction. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils sont aussi sortis sur les réseaux. Ils se sont fait insulter. On les a traités de juges gaucho-musulmans. On leur a fait des attaques racistes et des menaces violentes. Menaces de mort, quoi. Donc, c'est-à-dire que le mec, il a été condamné pour doxing. Et juste après, il réitère sur ses réseaux. Dans la foulée de cet appel, les 3 juges du tribunal de Bobigny, ayant prononcé la sanction, ont subi un raid numérique. Le fameux juge rouge, du coup, Youssef Badr, où il s'est vu qualifié, entre autres, de juge gaucho-musulman. Voilà, c'est ça. Des attaques racistes et des menaces condamnées sur le réseau social X par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Éric Tegner qui se fait condamner pour quelque chose et qui réitère la minute juste après. Le Monde nous propose un petit condensé en quelques lignes de ces faits d'armes à Éric Tegner qu'on va pouvoir étayer avec ce qui est sorti, si vous avez raté, dans la presse, dans Street Press même, il y a 5 jours, donc lundi ou mardi, je ne sais plus exactement. Mais d'abord, on va se refaire un petit contexte sur qui est Éric Tegner. Son grand-père était un proche de Jean-Marie Le Pen. Sa cousine qui a animé le journal de bord vidéo du patron du Front National a été l'épouse de Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon qui était leader du GUD. Le GUD, c'est un groupe d'extrême droite, un groupuscule d'extrême droite qui a été dissous en 2024. Et donc Frédéric Chatillon qui est aussi un proche de Marine Le Pen. Donc voilà déjà cette petite... sa petite nébuleuse, son petit écosystème. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Apparemment, il a essayé d'être président de la branche jeune des LR. Donc je pense qu'il avait essayé de faire de l'entrisme et de droitiser LR. Bon, spoiler alert, ils n'ont pas eu besoin de lui pour s'extrême droitiser. Hein. Le cas de Retailleau, de David Lisnard, d'Éric Ciotti, de Valérie Pécresse, de Nadine Morano
en est un exemple. Donc il a raté ça et il s'est retrouvé dans le giron de Marion Maréchal et Éric Zemmour. Ah, il a aussi fait propagande pro-russe en 2021 sur sa chaîne YouTube où il avait son média Livre Noir qui est devenu Frontières en 2024. Putain, ça fait que 2024. Putain, il a réussi tellement à s'imposer. D'ailleurs, maintenant, c'est News qui a son 100% Frontières pendant 2 heures chaque jour. Je crois que c'est une quotidienne. Je sais plus exactement. Et l'un des actionnaires de Frontières, c'est Géraud Verny. Géraud Verny qui, lui, est élu chez l'UDR. UDR, c'est l'Union des droites. Donc, le parti d'Éric Ciotti, donc très très proche du RN. Donc voilà, un peu la fachosphère qui entoure Éric Tegner. Faits d'armes, donc, qui ont été étayés d'une nouvelle rocambolesque. Street Press a révélé le contrat qui prouve que Tegner agissait comme un agent d'influence du pouvoir hongrois. Si vous vous rendez pas compte, c'est une folie. Et voilà le contrat de 4 pages, rédigé en hongrois, d'Éric Tegner avec le Danube Institute. Danube Institute, c'est un think tank créé par Viktor Orban, Premier ministre hongrois, qui a perdu aux élections législatives il y a quelques semaines. Pour 4 200 € par mois, il devait aider à promouvoir les discours d'Orban en France. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur de l'ingérence politique qui est interdit... la charte de Munich, voilà. Et son objectif, c'était qu'il devait promouvoir les discours d'Orban en France. Et pour ça, il devait céder 2 médias d'opinion, médias politiques, de la droite à l'extrême droite, plutôt de l'extrême droite à la droite. Il y a eu 17 médias mis en cause. La Street Press en fait état des plus gros, que sont Le Figaro, Marianne, Le Point et Valeurs Actuelles. Salut Léviathan. Ne soyons pas dupes. La charte de Munich, les trucs des financements gris, ça sera toujours tellement difficile à contrôler. C'est pour ça qu'un capitalisme, sous le capitalisme, la démocratie n'existe pas. En tout cas, la démocratie telle qu'on la connaît n'est pas le régime aussi démocratique qu'on le veut, notamment pour tous ces genres de trafic. Et il y a énormément de choses que tu ne peux pas contrôler. Notamment, par exemple, Frontières, parmi ses donateurs, il y a Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin qui est le commanditaire de Périclès. Enfin voilà, il y a toujours des manières de détourner l'argent, de donner de l'argent, de financer. Et même si c'est pas de l'argent à proprement parler, c'est aussi des liens, des connaissances, des objets, des cadeaux, des pots de vin. Et même s'il y a énormément de lois qui essaient d'empêcher tout ça, c'est tellement difficile, même pas de légiférer dessus, mais de mettre en cause, de prouver, d'empêcher ce genre de traitement. Tu vois, même si aujourd'hui on arrive à mettre le nez dans la merde à Éric Tegner, le fait est que de 2020 à 2026, en fait voilà, il y a eu 6 ans. Il y a eu 6 ans et l'extrême droite, je veux dire, les médias d'extrême droite se sont extrême droitisés encore plus. Donc bon, qu'on arrive à révéler ça, c'est une chose. Mais le problème étant que ça ne l'empêche pas et que malheureusement le mal est fait en fait. C'est ça le problème pour moi, l'un des problèmes majeurs, c'est que c'est cool de punir, mais sauf que ça arrive avec 6 ans parce que forcément il faut réunir des preuves, réunir tout ça. Et au final, toutes ces idées d'Orban qui ont été diffusées de façon totalement illégale, mais diffusées quand même à 17 médias. Notamment, du coup, on le redit, Le Figaro, qui est un média national hyper lu, hyper connu. Marianne, pareil. Le Point, exactement pareil. Et Valeurs Actuelles. Voilà, là, on parle de 4 journaux nationaux qui ont un poids monstre dans l'opinion publique, qui façonnent l'opinion publique. On te fait croire que tu as une liberté de penser, pas du tout. Elle est juste façonnée par tous les médias. Médias possédés par les plus riches. Donc le Danube Institute, on le dit, c'est un think tank hongrois, proche de l'ancien Premier ministre Viktor Orban, déchu aux dernières élections législatives, ça on l'a dit. Selon ce document, dont l'existence a été révélée l'année dernière, par le média Télérama, et donc elle a été chargée de promouvoir les discours de l'Institut en France. Là on est clairement dans un cas prouvé de l'ingérence des pouvoirs extérieurs en France. Exactement ce dont on peut le plus avoir peur en tant que démocratie. L'UMA, la fête de l'UMA, j'allais dire. L'UMA qui s'est emparé de ce sujet-là. Le média, donc Frontières, assure que les fonds ont servi à financer les débuts d'un nouveau média, Livre Noir, devenu Frontières. Éric Tegner aurait été chargé par le think tank hongrois d'établir des relations avec 17 médias, ça on en a parlé, Le Figaro, Valeurs Actuelles, Le Point, et d'assurer la diffusion mensuelle de plusieurs articles préparés par le Danube Institute. Si vous ne saviez pas ce que c'était l'ingérence, voilà, c'est exactement ça. L'identitaire doit également développer l'influence du think tank auprès du milieu intellectuel et politique français. Oui, voilà, l'UMA a aussi révélé ça. L'influence de ce think tank-là, il ne s'arrête pas juste aux ingérences journalistiques, aux ingérences dans les médias, mais aussi du milieu intellectuel et politique. Donc, rencontrer différents leaders de cercles de réflexion conservateurs
Donc là, ils en citent quelques-uns. Fondation du Pont-Neuf, IREF, Institut Thomas More, et il y en a bien d'autres. Donc là, petit à petit, les dossiers sortent un peu. Il y a eu des petites réunions, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, voilà, il y a eu des petits rapprochements de politique qui ont été faits, notamment sous l'influence du coup de Viktor Orban, donc de l'extrême droite européenne. Hein. Et donc, moi je me suis dit, maintenant qu'on a trouvé ça il y a quelques mois, en avril, remontons un peu le temps. Lorsque Frontières et Éric Tegner, notamment son fondateur, étaient écoutés en audition au Sénat. Les auditions au Sénat en avril, c'était une commission d'enquête sur les zones grises de l'information. Bref, l'objectif c'était surtout d'interroger les pratiques, les financements et la déontologie auprès des nouveaux médias, notamment auprès des médias surtout. Et donc on va se remettre des petits extraits. Donc moi j'ai regardé ce petit florilège, normalement il dure 1h16, je me suis mis ça tout à l'heure, pour récupérer certains moments un peu croustillants, disons. Après, les think tanks sont censés être des cercles de réflexion et d'influence auprès des décideurs. Cependant, l'efficacité d'un think tank est censée être sur le rapprochement des divers spécialistes proposant des recherches publiques dans le but de proposer un éclairage sur un sujet donné. Malheureusement, un bon quart des organisations sont des camouflages pour des cercles d'influence dogmatiques. C'est pour cela d'ailleurs que la proposition de loi européenne encadrant ces formations était bienvenue à mon sens. Oui, tout à fait, les think tanks c'est toujours un truc, voilà, c'est aussi une manière, l'extrême droite à récupérer cet outil-là, qui est voilà, très intéressant pour eux parce que ça permet de passer sournoisement et de façon vicieuse, d'immiscer des idées dans le débat public. Donc oui, total d'accord avec toi aussi à ce que tu rappelles, t'as bien fait d'ajouter ça aussi. Effectivement, les think tanks peuvent être totalement insidieux, c'est un peu au même titre que ce que font les lobbyistes. Hein. Que ce que font les lobbying, c'est toujours s'immiscer dans le débat public avec des pseudo-réalités, des pseudo-faits, mais voilà, en tout cas s'imposer dans l'espace médiatique. C'est surtout ça. À des fins électoralistes. Exactement comme ce que fait l'extrême droite avec les écoles de journalisme, hein, qui rachètent petit à petit. Je vous rappelle l'année dernière, non, il y a un peu plus même de temps, il y a Bernard-Arnault et Bolloré qui ont racheté notamment une école journalistique. Il y a aussi maintenant de plus en plus l'extrême droite, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est l'ICEP. Non, c'est pas l'ICEP. Bon, en tout cas, il y a une école de journalistes d'extrême droite, notamment où là maintenant Frontières officie en tant que professeur, éducateur, mais voilà, il y a de plus en plus, l'extrême droite a bien compris ce que c'était la bataille culturelle qu'ils veulent mener, ils savent voilà par où passer, donc c'est les think tanks, c'est aussi du coup ces écoles-là de journalistes, former les journalistes de demain à leurs idées, voilà, c'est investir le débat public de leurs idées. Non mais c'est ça, exactement ce que je disais, voilà, toutes ces organisations ne sont pas à ces buts-là, mais l'objectif est de l'extrême droite, c'est de se réapproprier des techniques, disons, pour investir de leurs idées néfastes l'opinion publique. Mais effectivement, les think tanks sont tout à fait intéressants. Des personnes qui ont vraiment une vraie vérité scientifique, sociologique, à amener sur le devant de la scène. Comment l'amène-t-on ? Et malheureusement, ça, il y a la contre-révolution qui s'amène, et que sont les gros capitalos et l'extrême droite qui eux-mêmes arrivent avec les mêmes outils pour faire front. Et malheureusement, ils sont dotés d'argent. Et donc, ils arrivent à contrer les agissements de la gauche, pour le moment en tout cas. Ils ont complètement compris quels outils utiliser pour baigner l'opinion publique de leurs idées. Voilà. Les personnes pauvres n'ont pas autant d'argent et donc ne peuvent pas lutter aussi bien, pas plus que aussi bien, mais aussi longuement, disons, et aussi ardemment que les titulaires des moyens de production, de diffusion et tout ce qui s'ensuit, quoi. On va se réécouter du coup Éric Tegner, donc commission d'enquête comme je le disais, au Sénat en avril, sur les fonds d'investissement gris du journaliste. On écoute. Un faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Et je vais vous inviter à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Merci. Il jure de dire la vérité, rien que la vérité, à cette commission d'enquête. Moi, je fais confiance totale à une personne qui lève sa main droite et qui dit « je jure de dire la vérité, rien que la vérité ». Ah, surtout quand ça vient d'Éric Tegner, fondateur du Livre Noir, condamné et de Frontières, et du coup maintenant, on le sait, d'ingérence pro-extrême droite dans les médias français. Là, du coup, pour vous faire un petit condensé, parce que j'ai vu ça, je vous l'ai dit. Là, il parle de lui, qu'il a été tout bébé. Il a dû faire du McDo pour payer son petit journal.
puisque cette société Artefact, qui édite donc le média Frontières, je l'ai créée tout simplement au début dans ma chambre. Pour la petite anecdote, je dormais à côté dans un placard. Mignon. Et j'ai commencé tout simplement à financer mon petit matériel par des petits boulots Mais chez bon. McDonald's ou encore comme barman la nuit. Financé par grâce au petit travail. Une enfance modeste. Juste avant, il parlait d'un père qui a été longuement au chômage. Hein? Donc des débuts précaires. C'est le self-made man, exactement. C'est exactement ça qu'il faut promouvoir comme ça. La méritocratie existe. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, j'y crois, hein, la méritocratie, ça existe. Non, en vrai, on rigole, on fait du divertissement, mais c'est hyper grave ce qui se passe. En 2020-2021, il a été payé 4200 balles par mois par le think tank de Viktor Orban, qui est raciste, climato-sceptique, queerophobe, qui a défoncé le pays de la Hongrie, qui était déjà bien saccagé, mais qui l'a défoncé, qui a envoyé d'autres personnes défoncer l'Europe avec ses petits amis, et ensuite qui paye un trou du cul français pour faire de l'ingérence dans 17 médias, dont Le Figaro, Valeurs Actuelles, Le Point. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est trop cool qu'il ait été auditionné au Sénat il y a quelques mois, parce que là aujourd'hui j'espère qu'ils seront sans pitié les juges rouges. Hein. La loi proposait que les think tanks de pouvoir exercer ces conseils politiques qu'en cas d'émission prouvée d'études et de méta-études et que ce conseil-là soit rapporté publiquement. C'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas encore de grande avancée sur comment on pourrait dire, la restriction en tout cas des think tanks et comment on pourrait les réguler en fonction de leur utilité, disons. Pour l'instant, il n'y a pas encore de solution, quoi. C'est un outil récent, donc c'est toujours trop difficile d'encadrer des organisations comme ça, mais bon. Donc Eric Tegner qui va sans doute, juste après ça, défendre sa presse qu'il estime libre, hein, parce que lui, il trouve que le média Frontières, c'est le Mediapart de droite. Hein. C'est comme ça qu'il le décrit. Hein. C'est-à-dire que Frontières est un média libre, j'imagine. Je pense libre, indépendant. Pourtant, aujourd'hui, qui s'est fait payer 4200 balles par mois par le Danube Institut des Passes, c'est Eric Tegner. Voilà, on va se regarder la suite. C'était une obligation parce que suite à mes études supérieures, dans une vingtaine de personnes, avec un chiffre d'affaires au bout de 3 ans qui avoisine les 3 millions d'euros, méritocratie là. Bénéficiaire depuis 2025, c'est un média aux 15 000 abonnés payants et près de 200 millions de vues mensuelles. Donc là, il est en train de faire l'apologie de son business model, l'apologie de Frontières qui a réussi à s'élever en toute méritocratie, parti de rien, parti de vulgaires salaires de McDonald's. Aujourd'hui, regardez où Frontières en est. Soit 2 milliards de vues annuelles. Et ce, sans aucune subvention, je tiens à le souligner, dans un monde où la presse traditionnelle périclite, hein, malgré des millions d'argent public. Alors, Est-ce qu'on pourrait se réécouter cette petite phrase? Ça m'intéresse un peu. Soit 2 milliards de vues annuelles. Et ce, sans aucune subvention, je tiens à le souligner, dans un monde où la presse traditionnelle périclite, hein, malgré des millions d'argent public. Sans subvention. Mais alors, comment expliquer ce contrat à 4200 € par Viktor Orban? Aujourd'hui, Frontières, c'est avant tout, il faut bien le comprendre, un média d'enquête et de reportage. Donc, média d'enquête qui a notamment... Là, il était dans la commission d'enquête, notamment, et là, les sénateurs étaient très, très violents avec lui, parce qu'ils ont diffusé, Frontières, une vidéo d'un des sénateurs qui s'évanouit parce qu'il a une maladie chronique. Et qu'est-ce qu'il a dit comme horreur? Je sais même plus ce qu'il a dit comme horreur dessus, je ne sais pas. Lui, c'est une personne qui est pour l'attaque le Zuckman et contre la loi du plomb. Donc voilà, c'était le sénateur en question, le sénateur communiste, Pierre Ouzoulias, qui avait dit ce qui était visé, c'était ma dignité humaine. Je sens que si ces personnes-là prenaient le pouvoir, je pourrais, comme certains de mes aïeux, me retrouver dans les camps, déclare Pierre Ouzoulias à propos de ça. Là, on peut passer à qui sont les investisseurs de Frontières. Est-ce que vous pourriez nous préciser l'identité des investisseurs qui sont représentés par cette société? On est en 2026, aujourd'hui. Viktor Orban, du coup, lui a filé 4200 balles par mois pendant 2 ans, de 2020 à 2021. Donc, qui sont les investisseurs? Viktor Orban. Propriétaire du média. On parle souvent de liberté de la presse, et je le dis parce qu'en règle générale, la presse, lorsqu'elle va parler du travail de Frontières, ne mentionne pas cette liberté énorme, c'est-à-dire que lorsque j'ai un stagiaire qui vient me... La liberté de la presse chez Frontières. Ah oui, tiens donc. Une liberté de la presse. Bon, pour lui, la liberté de la presse, c'est juste un stagiaire qui vient dire « Est-ce qu'on pourrait parler de ça ?» Oui. Voilà. Bon, bref, il y a 1h16, on va pas tous les mettre. Il ne parle pas du tout, mais alors, pas du tout, de son contrat avec Viktor Orban, mais il ne parle pas non plus là-dedans de Pierre-Édouard Thérin, qui a aussi fait
un don à Frontières. D'après, ensuite, Éric Tegner qui a dû être confronté à cette info parce qu'il n'a pas assumé cette information. Je n'ai pas envie de tout lui en faire, mais juste après, on lui dit mais attendez, dans vos donateurs, il n'y a pas un certain Pierre-Édouard Stérin par hasard. Et Éric Tegner dit grumbeleux, bafouillement. Oui, bien sûr, il y a Édouard Stérin, mais il n'a donné qu'à hauteur de 5 000 € une seule fois. Qu'il y ait Pierre-Édouard Stérin qui ait financé ton média, Pierre-Édouard Stérin qui est du coup toujours le fondateur du projet Périclès, bon, on peut se poser des questions sur les zones grises, effectivement, du financement. Quand en plus, tu refuses de parler de Viktor Orban et des ingérences, voilà, pour lesquelles tu devais être payé, bon là c'est clairement du mensonge d'État, et moi, d'après moi, c'est un scandale d'État complet. Hein. Là, on est vraiment à 1 an des présidentielles, et on a un journaliste qui fait, comme il l'a dit, 2 milliards même, il dit, de vues par an. Bon, on est sur un vrai scandale d'État, à moins d'1 an des présidentielles. Notamment qu'on a vu pendant les municipales, si on peut aussi parler d'autres ingérences. Ingérences dont a été victime la FI, par notamment des compagnies et le pouvoir en place israélien, qui avait révélé le Canard enchaîné il y a 1 mois, ça. Et le Canard enchaîné qui a aussi révélé que l'État traînait les pieds. Parce que voilà, il y a eu des ingérences qui ont été prouvées, enfin voilà. En gros, les ingérences, là, pour la FI, c'était des bots, c'était des campagnes de communication qui visaient à discréditer les députés et l'État, évidemment. Quand il s'agit de la France Insoumise, ne se fait pas chier à essayer d'enquêter sur ça et d'empêcher ce genre d'ingérence qui est vraiment contraire à un idéal démocratique qu'on est en train normalement de promouvoir en France. Il traîne des pieds, révèle le Canard enchaîné en mai 2026. Donc c'est-à-dire que l'ingérence, il n'y a aucun souci quand c'est sur la FI. L'objectif, dans tous les cas, il est clair, butons la FI, par tous les moyens. Parce que Frontières, je vous rappelle que c'est ça, le but média de Frontières, c'est de taper sur la FI non-stop et d'encenser Marine Le Pen et Éric Zemmour. Voilà, exactement, c'est ça aussi les troubles des financements, c'est que, en fait, c'est exactement ce dont on parlait un peu au début de stream, c'est, en fait, c'est pas forcément de l'argent direct, quoi. C'est aussi des cadeaux, c'est aussi des réunions, tu vois, des petits noyautages, des mises en réseau, des mises en relation. En fait, il y a énormément de choses qui sont des fois tellement difficiles, qui prennent déjà énormément de temps à prouver, à révéler, mais alors du coup à rendre illégal, ok, mais en fait à interférer avant même que ça ait un effet. C'est ça le problème aujourd'hui démocratique, je trouve. C'est que c'est cool, on arrive à le voir 6 ans après, le problème c'est que le mal est fait. Donc comment on arrive à endiguer tout de suite ça pour empêcher ces ingérences, parce que c'est bien beau de relever qu'il y a des ingérences, mais le problème c'est qu'elles ont un effet. Et c'est exactement ce dont la fille parlait et tout, en mode, bon déjà l'État n'a rien branlé, mais encore que l'État aurait fait quelque chose, le mal est fait. Toutes ces... Il y a une campagne notamment sur Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône, circuler des fausses informations par des bots et des campagnes de communication qui disaient de lui que ça a été un agresseur sexuel. En fait ça, à partir du moment où c'est lancé et qu'il y a des gens qui le voient, en fait ça entretient un truc, donc c'est trop tard. Même si tu dis 6 mois, 1 an, 6 ans après, tout ça a été faux, bah ça a eu un effet. Et même les personnes qui ont été soumises à ce plan de communication n'ont pas eu forcément le retour mensonger. C'est un peu ce qui se passe quand il y a sur France Culture, là, il y a une semaine, l'animateur qui balance un faux interview, qui diffuse un faux truc de Mélenchon en faisant croire qu'il est antisémite. Et ensuite, à France Culture qui s'excuse à des heures de plate écoute, si on peut dire, alors qu'à 1 heure de grande écoute, tout le monde a pu entendre cet entretien frauduleux. Voilà le problème pour moi. Donc voilà.